Kevin, bonjour. Salut. Bienvenue sur Là on discute. Merci beaucoup. Content de t'accueillir dans mes locaux à Lyon. Tu viens quand même de loin, hein? Je viens de loin, mais pour la bonne occasion. Ça fait vraiment plaisir que tu aies accepté. Je t'ai découvert moi sur Instagram il y a, je dirais, 3 mois, je pense. Ok. À peu près un truc de 2-3 mois. Ouais. Et alors a priori on pourrait se dire que je suis pas la cible, mais pourtant j'ai regardé parce que bon, il y a plein de bon sens, il y a plein d'astuces assez intéressantes. Et je vais commencer cash par la première question. Selon toi, qu'est-ce qu'une femme rechercherait chez un homme? Et inversement, qu'est-ce qu'un homme rechercherait chez une femme? Est-ce que c'est des qualités, des traits de caractère? Est-ce que c'est les mêmes choses chez les deux? Alors non. Déjà, merci de me recevoir et ça me fait très plaisir parce que moi je t'ai connu dans un autre contexte et je suis très content de participer à ce podcast. Ouais, t'as participé un peu à mon développement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La réponse simple que tout le monde pourrait entendre et vouloir, c'est de se dire je veux une femme qui est belle, qui a de l'humour, qui est douce, qui est ceci. Alors qu'en vrai, c'est pas totalement comme ça que ça fonctionne. Un homme, pour qu'il puisse s'engager dans une relation, il a besoin évidemment d'amour, mais surtout d'une sensation, donc d'un ressenti, de savoir qu'il ressent quelque chose en accompagnement, donc en étant avec cette personne, un sentiment fort, le sentiment d'exister, d'être choisi, et c'est ce qui va faire en fait que l'homme s'engage dans la relation. Donc c'est pas il est pas attaché à un trait de personnalité ou à un trait de caractère, bien que évidemment l'attirance physique joue forcément. C'est forcément le premier bouclier à passer, mais va vraiment s'attacher à une sensation. Ça veut dire plutôt des choses abstraites que concrètes. Ouais, c'est ça. Okay. Et inversement, la femme, alors il y a aussi évidemment la sécurité, la solidité, la clarté, mais plus à ce que elle va se sentir vue, écoutée dans une relation, et c'est ce qui va faire justement que quand tu arrives à lire entre les lignes, que tu es avec une personne et qu'elle n'a pas besoin de parler pour savoir ce qu'elle ressent, bah, c'est aussi ce qui va permettre à la femme de s'engager davantage dans une relation et avec un homme. C'est intéressant, des fois on tombe sur des micro-trottoirs sur les réseaux sociaux, etc. Et quand on entend des femmes et des hommes parler de ce qu'ils recherchent chez le sexe opposé, on a toujours des checklists. Mais des checklists bien précises de choses concrètes, hein. Je veux un homme qui mesure plus d'1m80, ou alors je veux une femme qui patati patata, alors que là pour le coup on est sur l'aspect physique principalement. Bien que ça joue évidemment dans une relation, parce que encore une fois en général quand tu es attiré par une personne c'est d'abord l'aspect physique, mais c'est rarement l'aspect physique qui prédomine et qui domine dans une relation. Parce que ça s'estompe, parce qu'on change, donc c'est plus vraiment la sensation, est-ce que tu vas vivre aux côtés de cette personne. Si tu te sens vivant, exister, épanoui, etc. C'est vraiment ça qui va faire qu'une personne devient attachée et s'engage. Il y a aussi une chose vraie, c'est que un homme ne s'engage pas avec une femme lorsqu'il sent qu'elle a besoin d'elle pour être aimée. Lorsqu'il sent qu'elle a besoin d'aide pour être validée, Un homme ne s'engage pas avec une femme lorsqu'il sent qu'elle a besoin d'elle pour être aimée. Donc un homme va s'engager avec une femme qui est pleinement alignée. Il va s'engager avec une femme qui se choisit, qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est, qui connaît ses valeurs, qui connaît ses besoins, etc., etc. Et inversement, c'est pareil. Sinon, on est dans une forme de dépendance. Et c'est très important. Enfin, on dit souvent que la relation extérieure est le reflet de la relation intérieure. Donc, si tu développes une certaine dépendance, bah, tu vas forcément chercher des gens qui sont indisponibles émotionnellement, qui sont instables, qui sont cela. Et du coup, ça provoque des relations qui soit ne fonctionnent pas, soit qui sont toxiques. Je mets des gros guillemets parce qu'on a bien utilisé ce mot à travers. Mais je suis persuadé. Alors, dans le bon jargon, on pourrait dire déséquilibré, mais oui, c'est évidemment aussi des relations toxiques, puisqu'on attend de personnes ce qu'on n'est pas en capacité de se donner à soi-même. Et c'est ce qu'il y a de pire dans une relation. Parce que tu ne peux pas attendre de quelqu'un qui puisse te donner ce que tu ne te donnes pas. Si tu ne te donnes pas d'amour, il y a peu de chances que tu reçoives de l'amour. Si tu ne te respectes pas, il y a peu de chances que tu reçoives du respect. Donc c'est vraiment, j'ai tendance à dire que c'est nous qui montrons aux gens comment est-ce qu'on doit être traité en retour. Si je me respecte assez, je vais te montrer comment est-ce que tu dois me respecter en retour. Et uniquement dans ce sens. Mais si je suis vide de l'intérieur, bah forcément je vais attirer des personnes qui sont vides également. Et donc si on est dans une relation conflictuelle où on attend des choses qui ne viennent jamais, on s'épuise, on donne beaucoup trop, etc., etc. Et c'est aussi le risque d'utiliser la relation comme pansement
alors que on ferait mieux. Enfin, je dis pas aux autres ce qu'ils devraient faire, hein, alors que peut-être la solution c'est effectivement de travailler sur ces choses-là C'est toujours, tout seul d'abord, avant de mettre quelqu'un dans la sauce. c'est toujours de toute façon un travail qui est à faire sur soi-même. Et effectivement, t'as raison. Souvent, on attend des autres, encore une fois, qu'ils puissent nous réparer. Sauf que c'est notre responsabilité à tous de pouvoir faire le travail sur soi, de pouvoir comprendre les mécanismes. Alors, c'est souvent évidemment des choses qui viennent de blessures anciennes, Bien sûr, ouais. de l'éducation, l'enfance, le système aussi, hein, qui nous pousse aussi à être parfait. Tout à l'heure, je prenais le parallèle aussi avec le sport. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le sport pour avoir un aspect physique, mais c'est aussi d'une certaine manière pour protéger quelque chose. Peut-être un vide, un manquement, etc. Et donc on va vouloir être un peu dans le paraître pour une espèce de carapace finalement. Et je pense que dans les relations, ça fonctionne aussi comme ça. On a besoin de quelqu'un pour se sentir en sécurité. Non, c'est à nous de nous apporter cette propre sécurité. Est-ce que tu as réussi quand même à identifier des tendances chez les femmes ou chez les hommes d'ailleurs, hein, dans la recherche de qualité, de traits de caractère, etc., de ce qu'on a dit juste avant, dans le sexe opposé? Est-ce qu'il y a des vérités qui s'appliquent à tous ou c'est vraiment quelque chose de très, très individuel? Alors, pour moi, il y a un principe fondamental qui est essentiel et qui est propre à chacun, c'est ce qu'on appelle les valeurs fondamentales. On a tous des valeurs qui nous sont propres, et c'est vraiment notre GPS. C'est-à-dire que c'est notre noyau. C'est vraiment Okay. Tes valeurs, elles ne changent pas. Tes besoins, ils évoluent, mais tes valeurs, elles ne changent pas. C'est vraiment tes racines. Tu peux pas construire une relation sur des sables mouvants. Donc, tu as vraiment besoin de savoir quelles sont tes valeurs. Ça veut pas dire que tu dois être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs, mais par contre, il doit respecter ses valeurs. Par définition, si une de tes valeurs est bafouée ou piétinée, bah, il y a de fortes chances que tu ne sois pas heureuse ou heureux ou que tu ne sois pas en paix, etc. Donc, les fondations de la relation à soi, c'est déjà les valeurs. Souvent, on veut une relation, on est tous dans la quête de l'avoir. On veut tous avoir la plus belle relation, la plus belle maison, le plus bel environnement. On est tous dans la quête de l'avoir, sans comprendre que pour avoir, faut déjà être la bonne personne pour soi. Être, ça veut dire donc savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, ce que tu ne veux plus. Donc quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quelles sont tes limites également. Et une fois que tu es la bonne personne pour toi, tu mets des actions qui sont alignées avec la personne que tu es, et c'est ce qui va te permettre justement d'obtenir ce qui t'est destiné, mais uniquement dans ce sens. Et nous, on prend souvent le problème dans le sens inverse. C'est ce que j'allais dire, on passe à l'étape 2 sans avoir fait l'étape 1. C'est ça, on veut avoir, et donc on met en plus de ça, on fait des actions qui ne sont pas alignées avec la personne que l'on est, et on rentre dans une relation sans poser de cadre, sans savoir exactement ce qu'on est capable de donner, ce qu'on est capable de recevoir aussi, parce que forcément c'est un échange. Et donc pour répondre à ta question, je pense que pour une femme, ce qui est important, c'est aussi cette cohérence. Cette cohérence entre les actions et les mots. Quand on sent qu'il y a un manque de cohérence, bah forcément, on est sur la défensive, on se pose beaucoup de questions, etc. Il y a aussi la clarté. La clarté, c'est voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je mérite. Ça, c'est essentiel dans une relation. Sinon, encore une fois, tu avances à l'aveugle. Moi, j'ai tendance à croire que une relation, c'est un jeu. Alors, on ne joue pas avec l'autre, hein, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est un jeu dans le sens où, pour qu'une relation fonctionne, il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles du jeu, il faut qu'il y ait un cadre. Sans règles du jeu, t'avances à l'aveugle. T'imagines que qu'on soit tous en train de jouer au Uno et qu'on vienne chacun avec nos propres règles. Ça devient vite l'anarchie. Et au bout d'un moment, il y a forcément de la frustration, il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre, voilà. C'est exactement ça. Donc en fait, le principe d'une relation, c'est de venir avec ses propres règles. Mais pour venir avec ses propres règles, encore une fois, il faut être la bonne personne pour soi, donc savoir qui l'on est, faire des choses avec lesquelles nous sommes alignés, et c'est ce qui te permettra justement d'avoir. Et ces règles, elles doivent être explicitées? Bien sûr. Ah ouais, ok. Ouais. Et ça aussi, c'est souvent un problème qui est soulevé, c'est que on se dit ouais mais il finira par comprendre. Non. Si tu lui dis pas, il comprend pas. Personne ne lit dans les pensées, donc non, c'est important de pouvoir. Et ça, c'est aussi quelque chose que je rencontre énormément, notamment avec les femmes que j'accompagne, c'est la peur d'exprimer ses besoins. Mais encore une fois, c'est hyper important de pouvoir exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on attend d'une relation. Quand il y a quelque chose qui nous convient pas, c'est essentiel de pouvoir le dire, tu vois.
non, ce comportement, c'est pas OK. Et souvent, il y a des peurs justement d'exprimer, soit parce qu'on a peur de finir seul, soit parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Donc on se dit bon bah, il finira par comprendre. Et du coup, je vais donner beaucoup trop, quitte à m'oublier, et il finira par me voir. Et ça, c'est une erreur qui en général n'amène à rien de bon, quoi. Est-ce qu'on peut risquer aussi l'inverse, c'est-à-dire à vouloir trop expliciter, de dresser trop de règles qui pourraient rendre la relation un petit peu moins spontanée et un peu moins passionnelle. J'utilise des guillemets parce que même moi, j'aime pas trop ce mot pour parler de relation. Mais tu vois ce que je veux dire? Bah, pour le coup, je pense que vaut mieux trop que pas assez. Maintenant, par contre, ce serait très étrange tu vois, je prends l'exemple de l'exigence. Ça, c'est un vrai sujet. J'ai l'impression d'être trop exigeante, ou les femmes qui sont trop autoritaires, ou qui occupent trop de place, ou qui sont trop indépendantes, etc. Souvent, elles se disent, bah en fait, j'arrive pas à être avec une personne parce que je suis trop indépendante. Pour moi, l'exigence, c'est pas une faiblesse, c'est pas un défaut. L'exigence, c'est voilà ce que je vaux, voilà ce que je suis en capacité de me donner à moi-même, et voilà ce que j'attends. Une relation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que je vais pas baisser mon niveau d'exigence pour te permettre de rentrer dans la relation. Non, je me donne 100%, donc j'attends de toi que tu puisses me donner 100% et plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait fuir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sentent qu'ils ne sont pas capables de pouvoir assurer, de pouvoir donner ce qu'on attend d'eux, etc. Et donc, bah, ils fuient, ils préfèrent parfois blesser. Et je pense que c'est important de pouvoir exprimer ce que l'on attend d'une relation. Mais par contre, encore une fois, toujours, tu ne peux pas attendre de quelqu'un qui puisse te donner ce que toi-même, tu ne te donnes pas. Ouais. Donc si tu attends de quelqu'un qui te donne du respect, mais que toi-même, tu te respectes pas, il y aura toujours un déséquilibre. Donc on en revient toujours à la chose la plus principale, c'est de faire le travail sur soi, d'être aligné, de se choisir, et de ne jamais s'oublier, de ne jamais se trahir, finalement. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence, effectivement, entre ses besoins intérieurs, entre ce qu'on exprime verbalement, ce qu'on exprime physiquement, pour que toutes ces choses soient alignées et qu'il n'y ait pas un déséquilibre qui provoque une explosion, en fait. Ah oui, bien sûr. Donc, vaut mieux plus que pas assez, ouais, je pense. Naviguer dans les relations amoureuses aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Entre les attentes, les malentendus, la différence de vision entre les hommes et les femmes, ça peut vite devenir une source de tension, de doute, voire même de souffrance. Et même si on essaie de faire de notre mieux, il y a toujours des moments où on peut se sentir incompris ou juste émotionnellement épuisé. J'ai moi-même ressenti cette fatigue émotionnelle pendant certaines relations, et en parler avec quelqu'un m'a vraiment aidé à y voir plus clair. C'est justement pour ça que je voulais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme 100% en ligne qui vous permet de consulter un thérapeute français certifié et inscrit à l'agence régionale de santé, le tout depuis chez vous. Parce que quand on traverse des périodes difficiles sur le plan émotionnel, qu'il s'agisse de disputes au sein du couple, de schémas qui se répètent, ou d'une difficulté à trouver sa place dans la relation, pouvoir en parler à un professionnel, ça fait toute la différence. Et on le sait très bien, trouver un bon thérapeute, c'est pas toujours évident, surtout si on sait pas vraiment vers qui se tourner ou qu'on habite dans une région qui est pas très bien desservie. Avec BetterHelp, c'est ultra simple. Vous remplissez un questionnaire pour expliquer ce que vous vivez et la plateforme vous met en relation avec un thérapeute qui correspond à vos attentes. Et le plus pratique, c'est que vous pouvez choisir le format qui vous convient le mieux. Ça peut être séance en vidéo, par téléphone ou même par messagerie écrite. Et surtout, vous pouvez mettre votre abonnement en pause à tout moment. Parce qu'on le sait, dans les relations, il y a des hauts et des bas, et c'est cool de pouvoir ajuster son accompagnement en fonction de ce qu'on vit. Autre point important, si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise avec le thérapeute proposé, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer de professionnel rapidement et sans frais supplémentaires. Alors si vous ressentez le besoin d'être écouté, que vous voulez comprendre ce que vous traversez ou simplement prendre du recul, je vous recommande vivement d'essayer. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour obtenir 10% de réduction sur votre premier mois chez BetterHelp. Le lien c'est betterhelp.com/Nassim Saïli. Merci encore à BetterHelp d'avoir sponsorisé cet épisode et on reprend tout de suite la discussion. Ok, je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, peut-être une déformation liée à mes propres expériences ou j'en sais rien, que justement expliciter trop de règles, ça pouvait rendre la relation comme un petit peu robotique et pas assez spontanée. Mais je vois effectivement le besoin de dresser certaines règles pour pas que... On en revient aux règles du jeu. Ouais. Tu vois, si tu ne poses pas de cadre dès le départ d'une relation, on sait pas dans quoi on s'embarque. Et on se réveille un matin en disant, mais ça me va pas, mais ça, je voulais pas. Ouais, mais tu me l'as jamais dit. Et c'est souvent justement à ce moment-là que il y a des incohérences qui se mettent en place, il y a un déséquilibre et on se dit en fait peut-être que on se connaît pas aussi bien que ça. Et donc je pense que c'est très important de poser un cadre dès le départ d'une relation. Ça te permet de te protéger, ça te permet de gagner du temps, ça te permet de gagner de l'énergie, ça te permet
potentiellement de gagner de l'argent aussi. Donc il y a que du gain finalement à poser un cadre dès le départ. Mais encore une fois, oui, c'est sûr que si tu viens avec un cahier des charges et que voilà ce que j'attends. Ouais. Non, on revient à la fameuse checklist. Voilà mes red flags, voilà mes Il green faut quand même flags. que ce soit spontané et naturel. Il faut garder de l'authenticité dans une relation. Plus t'es dans le contrôle, et moins t'es effectivement dans l'authentique. Bien sûr, tu fais pas passer un entretien d'embauche à ton Non. futur partenaire quand tu vas à un date avec toute une liste de... Pire que ça, de se sentir vraiment dans le rôle de l'entretien d'embauche, quoi. Mais justement, au travers des femmes que tu accompagnes, est-ce que tu penses que sur les débuts de la relation, certaines font l'erreur, attention, je vais pas généraliser, mais certaines font l'erreur de laisser trop de place à la passion et aux sentiments amoureux pour ne pas être plus pragmatique et justement dresser ses règles pour prévoir un petit peu plus sereinement l'avenir. Ouais. Qu'on se laisse un petit peu avoir par le romantisme qu'on nous a vendu pendant des décennies et des décennies, en se disant j'ai les papillons dans le ventre, ces premiers dates se sont bien passés, j'ai rien exprimé pour l'instant, même pas de manière un petit peu un petit peu détournée pour que ce soit compris, et en fin de compte on va droit dans le mur en faisant ce genre de choses. Oui, parce qu'on le veuille ou non, on est tous dans la performance au départ. On joue un rôle. Quand tu rencontres quelqu'un, tu veux forcément l'impressionner. C'est de la séduction. Ouais, mais t'es aussi dans un objectif de pouvoir l'impressionner. Avec ton humour, avec ton corps, avec tout ce que tu peux avoir, etc. Sauf qu'une femme n'a pas besoin d'être impressionnée. Comme un homme n'a pas besoin d'une femme parfaite. Un homme a besoin d'une femme qui lui fait ressentir quelque chose en sa présence, et une femme a besoin de quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui ne fuit pas dès la première engueulade, quelqu'un qui ne part pas en courant quand elle lui dit j'ai besoin qu'on parle. C'est de ça dont ils ont besoin. Et souvent justement, ce qui se passe, c'est que on essaye trop d'impressionner, d'être dans un rôle, et il y a dans certains cas où on tombe amoureux d'un rôle, d'un personnage qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'exprimer sans être je repars de l'exigence, mais c'est important de pouvoir dire ce que l'on attend. Le message, c'est voilà qui je suis, voilà ce que je vaux, voilà ce que j'attends d'une relation. Voilà. Parce que ça colle pas, sans mettre la pression, mais ça montre aussi que je me connais assez pour ne pas accepter le minimum de ce que je mérite. Évidemment qu'il y en a qui vont fuir, évidemment, mais au moins parce que t'as fait gagné, t'as gagné du temps, t'as gagné de l'énergie, t'as tout gagné. Donc c'est important, mais encore une fois, pour le faire, il faut être en capacité de se connaître, donc de faire le travail sur soi. C'est quand même un équilibre à trouver qui peut demander un peu d'entraînement. Alors, le principe d'une relation, pour moi, c'est de toute façon un équilibre. L'équilibre entre donner et recevoir. Je prends souvent cet exemple où dans une relation amicale ou quoi que ce soit, les gens, et je pense qu'on l'a tous dit, moi le premier, je donne pas pour attendre quelque chose en retour. Évidemment que si. Quand tu donnes quelque chose, évidemment que tu attends quelque chose. Si je te donne un verre d'eau, j'attends pas que tu me rendes un verre d'eau en retour. Mais si je te donne un verre d'eau, j'attends de toi un merci, j'attends de toi un sourire, j'attends de toi de la bienveillance, de la compassion. J'attends quelque chose, une énergie en retour. Sinon, la relation ne peut pas fonctionner. Tout cercle social confondu, que ce soit au travail, amical, familial, avec tes enfants, dans un couple, il doit y avoir cet équilibre. Je te donne, je reçois. Et souvent, dans les débuts d'une relation, et ça rejoint la question que tu me poses, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la surdisponibilité ou dans la suradaptation. Donc je vais beaucoup donner, je vais pas dire ce que je pense pour pas le faire fuir, et je vais vraiment être la personne qu'il attend que je sois. Donc cette femme parfaite, sauf que c'est pas ce qu'il attend. Et donc il va probablement tomber amoureux d'un rôle, et à un moment donné, il y a un manque de cohérence et il y a ce fameux déséquilibre. Ce décalage qui fera que la relation peut pas aller plus loin en fait. C'est exactement ça. Surdisponibilité et suradaptabilité, pardon, je pense que c'est les deux facteurs qui font qui sont des principes de séduction. Et on pense bien faire parce que c'est toujours pavé de bonnes intentions. Bien sûr. Mais en réalité, c'est à un moment donné, t'es vite rattrapé par la réalité, quoi. Et pourquoi cette surdisponibilité? C'est pour mettre toutes les chances de son côté, c'est pour éviter le rejet, c'est pour c'est pour optimiser les chances de réussite. Alors je pense que c'est aussi la société qui aujourd'hui nous conditionne de cette manière. Mais oui, en général, c'est aussi parce qu'il y a ça réveille en toi une blessure. Effectivement, le rejet, l'abandon,
de devoir mériter aussi d'être aimé, mériter sa place. On grandit parfois dans des familles où il faut mériter l'amour, il faut mériter. Donc, il y en a beaucoup qui vont se sacrifier pour mériter ça et qui vont donner beaucoup plus qu'il n'en faut et qu'ils ne doivent d'ailleurs. Et ça rejoint un peu à ce truc d'être trop gentil. Il faut être gentil dans une relation, il faut être généreux. La générosité, la gentillesse, c'est bien dans la mesure où il y a des limites. Je peux être gentil avec toi, mais si j'ai pas de limite, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre et donc il n'y a pas de règle du jeu. Bien sûr, ça peut pas être inconditionnel, sinon ça fonctionne pas. Bien sûr. La gentillesse ou la générosité ne peut pas venir sans alignement. La gentillesse, c'est ce qui va te permettre de dire oui. L'alignement, c'est ce qui va te permettre de dire non. Non, là, ça me va pas. Je suis aligné avec ça parce que je me connais, je sais qui je suis. Et non, là, ça me va pas. Probablement la chose la plus difficile à faire. Pour des personnes qui sont en plus de ça dans cette blessure de rejet, de l'abandon, etc. Évidemment, c'est très difficile. Est-ce que tu crois que c'est la principale erreur que font les femmes quand elles rencontrent un homme dans ce processus de séduction, de ne pas être complètement alignées et d'être limite trop gentil, donc il y a un déséquilibre entre la gentillesse et l'alignement? Ouais, surdisponibilité et suradaptation. Donc je vais moduler mon comportement pour être sûr que ça puisse plaire et que je réponde à des standards, et que je réponde à ces attentes aussi. Donc c'est vraiment cette recherche de perfection. Et je pense que c'est pour moi les deux erreurs. Alors il y en a d'autres évidemment, mais c'est les deux erreurs les plus fréquentes. Et souvent c'est celles qui te reviennent toujours en pleine tronche, quoi. Donc dit grossièrement, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut être pleinement aligné. Mais encore une fois, tu ne peux pas démarrer une relation. On est toujours dans ce triangle être, faire, avoir. Tu peux pas démarrer une relation si tu sais pas qui tu es. T'avances à l'aveugle. Je sais pas, je vais te donner un exemple bête, mais pour savoir que t'aimes le poulet, il faut qu'à un moment donné, tu goûtes le poulet, tu vois. Et c'est pareil, c'était pas le meilleur exemple, mais, mais je pense que il était pas mal. T'inquiète pas, on a bien compris. C'est vraiment nécessaire de se poser les bonnes questions. Qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins. Mes besoins, c'est de quoi j'ai besoin pour être bien dans une relation, pour me sentir bien. Par exemple, moi, je vais avoir besoin, je sais pas moi, d'être libre dans une relation. Enfin, libre dans le sens où avoir la liberté d'être qui je suis. Bien sûr. Évidemment dans le respect des règles d'une relation, mais d'avoir la liberté. Si je suis quelqu'un qui est trop dans le contrôle, bah forcément, ça va me déstabiliser et je vais peut-être justement, alors pas fuir, mais en tout cas me poser des questions. Est-ce que ça veut dire que parmi les femmes que tu accompagnes, tu conseilles à certaines de ne pas se mettre en couple? Dans le sens où peut-être que le travail à faire, il est plus personnel que d'essayer de chercher un partenaire dans cette phase-là de sa vie? Alors, je dirais pas que je conseille parce que mon rôle, c'est pas de conseiller. Mon rôle, c'est de poser les bonnes questions parce que les réponses, elles les ont toutes. Mais il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu me conseilles d'être sur les applis de rencontre? La réponse est oui, dans la mesure où tu te connais. Oui, si tu as fait le travail en amont. Par contre, non, si t'as pas fait ce travail-là. Parce qu'encore une fois, tu risques de répéter les mêmes schémas, sans arrêt. De ne pas comprendre pourquoi. Tu penses que c'est quand même une bonne alternative quand on se connaît, d'être sur une appli de rencontre? Je pense qu'on a tous des exemples autour de nous de personnes qui se sont où ça a très bien réussi, se sont mariées, ils ont fait des enfants, etc. Donc oui, dans certains cas ça fonctionne, mais ça fonctionne quand tu as une certaine stabilité, une sécurité intérieure, un axe, une posture, et que voilà, tu as fait le travail en amont. Alors quand je dis t'as fait le travail, ça veut pas dire que tu as forcément été voir un thérapeute, un psy ou quoi que ce soit, mais tu as cette sécurité là. Quand on a trop de blessures et qu'on n'en a pas forcément conscience, parce qu'en général c'est aussi beaucoup lié à l'inconscient, souvent on va répéter les mêmes schémas. Donc des personnes qui sont indisponibles émotionnellement, des personnes qui ne vont pas nous traiter de la bonne manière, des personnes instables, des personnes fuyantes, des personnes. Donc ouais, il y a rien n'est lié au hasard. Quand tu rencontres systématiquement le même type de personnes, c'est pas un hasard. C'est souvent c'est pas de la malchance, non, c'est pas ça réveille en toi une blessure, un manque, un vide, quelque chose que tu as connu peut-être dans ton enfance avec tes parents, une trahison, un rejet, peu importe, un abandon, mais rien n'est dû au hasard. C'est aussi une remarque à laquelle tu es souvent confronté. Je tombe toujours sur le type d'homme, etc. Ouais. Quelque chose qui revient souvent. Sans arrêt, je comprends pas. Je fais tout bien et pourtant je tombe sans arrêt sur les mêmes types d'hommes.
Encore une fois, c'est parce que ça réveille en toi quelque chose qui est familier. Une personne qui est instable, qui est fuyant. Et il y a pourquoi est-ce qu'on s'attache justement à ces relations? Parce que donc ça réveille en toi une blessure, mais aussi ce défi de se dire cette fois-ci je vais y arriver. Cette fois-ci je vais arriver à changer cette personne pour qu'elle puisse m'aimer, pour qu'elle puisse me voir. Donc on est aussi dans la quête de quelque chose. Ouais. Mais il y a jamais rien n'est dû au hasard. Ouais, et de la même manière, hein, quand tu es une personne alignée, tu attireras des personnes qui sont alignées. J'ai tendance à dire, c'est parce qu'on devient la meilleure personne pour soi-même qu'on est en capacité d'accueillir la bonne personne pour soi-même. Mais sinon, ça peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, tu peux être quelqu'un qui est toi-même indisponible émotionnellement. Si tu tombes sur une personne qui est extraordinaire, ça fonctionnera pas. Ça matche pas. Ça fonctionnera pas. Il y aura toujours ce déséquilibre. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de se dire que, en fait, il faut avoir la patience de travailler sur soi avant de se lancer dans une relation, alors qu'on aimerait probablement tous que ce soit de tomber sur le prince charmant ou la princesse qui viendrait justement sauver notre existence de tous les maux. Bah, je vais te prendre un exemple que tu connais, mais combien de temps il te faut pour bien maîtriser la musculation, par exemple? Oh là, non, pas des siècles, mais plusieurs mois, plusieurs années, parfois même. Il faut que tu fasses des erreurs, il faut que tu testes, il faut que tu tentes, il faut que tu comprennes, il faut que tu apprennes à connaître ton corps, comment est-ce qu'il réagit, ton temps de récupération, tes sommeils, ton alimentation, etc., etc. C'est le même principe avec une relation. Enfin, il faut parfois se casser la figure pour pouvoir se relever et réapprendre à marcher, etc. Donc oui, évidemment que c'est frustrant, mais c'est aussi pour ça que, il y a aujourd'hui, je pense, très peu de couples. Alors, j'ai pas de stats à donner, mais je pense qu'il y a très peu de couples qui perdurent dans le temps entre 20 et 30 ans. En général, il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de séparations, etc. Et c'est après qu'on commence à se poser les bonnes questions. Et on se dit, ok, bah, j'ai vécu une fois, deux fois, trois fois la même relation. Et à un moment donné, il y a quelque chose que je comprends pas. Donc, je vais essayer justement de l'identifier. Et c'est là qu'on fait le travail sur soi, d'identification. Et l'émotionnel, la gestion des émotions, qui l'on est, etc. On retrouve toujours des parallèles avec la musculation. Bah, c'est qu'on le veuille ou non. Le parallèle le plus simple que... Mais oui, évidemment. Enfin, je pense que de toute façon, pour maîtriser quelque chose, une expertise, il faut forcément faire et refaire. Et... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Ouais. Alors, ouais, j'allais dire, même dans la muscu, tu peux te blesser, donc tu te dis, ok, est-ce que je vais refaire ce mouvement, est-ce que je vais essayer de repousser autant, etc. Mais tu le fais inévitablement. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, je veux plus me mettre en couple parce que je veux plus souffrir. Mais aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Enfin, tu peux pas, c'est prendre le risque de vivre la chose la plus belle au monde, mais c'est aussi prendre le risque de souffrir. L'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas rentrer dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, peu importe, sans prendre le risque de souffrir. Sinon, c'est qu'il n'y a pas d'amour ou que... Et parce que t'es à nu, parce que tu te donnes tout entier, pas forcément dans ton corps, mais dans tes émotions, tu t'ouvres, ta vulnérabilité, toutes ces choses-là. Donc forcément, tu donnes aussi des éléments pour qu'à un moment donné, bah, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les relations amicales, hein. Ouais. En général, j'ai été trahi, mais parce que t'as donné aussi des éléments sur, mais c'est important d'être aligné et de le faire en sachant ce qui peut se passer. Ouais, sinon tu vis une relation à moitié. Bien sûr, c'est risqué, mais c'est l'idée en fin de compte. T'as pas le choix. Tu peux pas y échapper. Encore une fois, tu peux vivre la plus belle chose au monde, mais tu peux aussi vivre quelque chose qui te fait terriblement mal. Après, c'est ta capacité à te relever. Est-ce que t'en fais une fatalité? Tu te dis bon bah plus jamais je me remettrai en couple parce que j'ai souffert, et dans ces cas-là, bah la personne avec qui t'as été et qui t'a peut-être trahi, ou en tout cas qui t'a fait souffrir, bah elle t'empêche de vivre quelque chose de beau avec potentiellement des personnes qui sont alignées. Ou est-ce que tu utilises cette expérience pour Exactement. la suite? Et on en revient du coup au parallèle de la muscu. C'est un peu ça. Pour en revenir à la phase de séduction, probablement qu'on va prendre les relations par étapes, tu vois. Ouais. Prenons la phase de séduction. Est-ce que tu considères que il y a des erreurs? Enfin, je vais reformuler ma phrase différemment. Est-ce que les femmes cherchent quelque chose de précis chez un homme que les hommes n'arriveraient pas à comprendre et qu'il ne leur donne pas forcément? Est-ce que dans cette phase de séduction, les hommes se retrouvent face à un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre en se disant, en fait, je sais pas ce qu'elles recherchent? Alors déjà, on fonctionne de manière totalement différente. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est une réalité. On fonctionne vraiment, vraiment différemment. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'exprimer. Parce que
moi, je vais avoir une compréhension des choses qui est totalement différente de la tienne. Mais si tu ne me le dis pas avec tes mots, il y a très peu de chances que je puisse y répondre. Et donc, à un moment donné, il y a la frustration qui va se mettre en place. On va dire, ouais, mais tu comprends jamais ce que je veux dire. Bah si, en fait, c'est juste que on n'arrive pas à communiquer. Donc, oui, je pense que il y a une certaine forme de clarté dans ce que tu veux. Souvent, les hommes ne sont pas en capacité de se projeter, alors qu'une femme, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin davantage de savoir dans quoi elle met les pieds. Un homme, il va d'abord, avancer un peu, tu vois, à tatillon. Un peu plus d'impro. Ouais, un petit peu plus. Mais les erreurs de séduction, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi jouer un rôle, essayer d'être dans la performance. Une relation comme un flirt, c'est pas une performance, c'est un miroir émotionnel. C'est je te regarde et je te vois. C'est un peu ça le principe. J'arrive à lire entre les lignes, les nuances également. Mais ça, pour pouvoir le faire, il faut être aligné et authentique dans ta démarche. Si tu viens uniquement, excuse-moi l'expression, mais pour un coup d'un soir, effectivement, il y a peu de chances que je vais te regarder, mais je vais pas te voir. Je vais regarder effectivement les traits physiques, mais pas ce qu'il y a derrière. Mais comment on fait la distinction alors entre performance et volonté de se mettre en valeur? Parce que performance, on considère que c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, se mettre en valeur, c'est presque nécessaire dans un processus de séduction. Sauf qu'on ne tombe pas amoureux de quelqu'un qui essaye de prouver sa valeur. Ce qui est paradoxal. Plus je vais essayer de te prouver que j'ai de la valeur, ça va faire l'effet inverse. Bah oui, c'est comme un entretien, tu vois. Ouais, si je vais dire mais si je suis le bon profil, je sais faire ça, en fait, t'essaies de me prouver ta valeur. Et c'est pas ce que je recherche, que ce soit un homme ou une femme. Ce qu'on recherche, c'est plus un alignement, c'est plus je reviens sur ce principe de clarté, mais quand un homme vient et dit voilà ce que j'attends d'une relation, voilà ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je tolère ou ne tolère pas, ça a beaucoup plus de sens de quelqu'un qui dit moi je sais faire ça, je sais faire ça. Non, c'est pas ce qu'on attend de quelqu'un. Et pourtant c'est souvent un réflexe. Totalement. Ça peut même l'être sur une appli de rencontre où on va essayer de prouver avec des photos, avec une description, etc. Bien sûr. Même d'ailleurs dans les descriptions, en général t'as le droit à quelques mots clés, etc. On essaye de se vendre. J'adore l'humour. En fait, t'essayes de prouver ta valeur, t'essayes de vendre quelque chose. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as démarré cette question, qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? Une sensation, pas de la valeur, une sensation. Quand il ressent qu'il peut être choisi. Alors il y a aussi autre chose quand même, c'est que un homme s'engage dans une relation quand il ressent qu'il n'est pas indispensable à la relation. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Un homme s'engage dans une relation lorsqu'il sent qu'il n'est pas indispensable. Évidemment. Quand c'est trop facile. Tout à l'heure je disais la surdisponibilité ou la suradaptation. C'est le meilleur moyen de faire fuir un homme. Quand c'est trop facile. Le cerveau ne valorise pas ce qui est trop facile, ce qui arrive trop vite. Si t'es à peine rentré, je t'ai à peine dit bonjour et je t'ai donné un cadeau, tu vas pas le recevoir. C'est trop facile. T'as rien fait pour te battre, pour mériter. Un homme s'engage dans une relation lorsqu'il sait qu'il peut mériter sa place, qu'il peut être choisi. Mais surtout quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais il ne s'engage pas dans une relation quand il sent qu'elle a besoin de lui pour être aimé. Non. Quand c'est un plus. Elle est alignée, elle fait sa vie et elle est en capacité de le choisir. Et l'homme, il a besoin de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'instinct du héros. L'homme et la femme. C'est la valorisation et. Exactement. Ouais. C'est ça. L'homme, il a besoin de sentir qu'il est valorisé et utile dans une relation. Donc si je ressens que je peux t'apporter quelque chose, alors je peux t'aimer davantage. Mais si je sens que c'est trop facile et que j'ai déjà tout, c'est un peu comme arriver chez toi et t'as juste à mettre les pieds sur la table. C'est trop facile. J'ai pas eu à aller faire les courses, j'ai pas eu à manger, à mettre la table. C'est trop facile. Alors que si je dois me battre pour, c'est aussi là qu'il y a un engagement qui se crée. Ah ouais, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est toujours une question d'équilibre. On en revient à une relation, c'est toujours une question d'équilibre. Si je donne trop, je perds ce que j'ai. C'est hyper important non pas d'être dans la stratégie, parce que moi je suis pas du tout là-dedans, dans la stratégie, manipulation. Il y a beaucoup de personnes tu tapes sur internet, il y a beaucoup de personnes qui vont te solliciter là-dedans. Il y en a plein qui font carrément le parallèle entre séduction et stratégie et manipulation. Bien sûr.
Les deux sont très très liés chez beaucoup de monde. Mais dès lors que t'es dans la stratégie ou la manipulation, t'es dans un rôle. D'ailleurs, t'as plein de coachs en séduction, encore une fois, je mets des guillemets, qui basent tout leur business sur ça, justement, sur cette stratégie et cette manipulation. Absolument. Pour faire monter leur compteur de conquête. Et on est toujours dans l'avoir. Donc je donne une stratégie, une manipulation pour avoir. Ah oui, là c'est plus vouloir construire une relation. On n'est plus dans l'être et dans le faire. Ouais. Je vais te permettre d'avoir. Ok, mais combien de temps cette relation va durer finalement? Enfin, une relation ne peut pas durer si encore une fois tu ne sais pas qui tu es. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs. Alors attention, hein, chacun son métier, chacun est aligné. Oui, il y en a il y en a de très bons aussi. Bien sûr, il y en a énormément, mais il y en a beaucoup qui sont effectivement. Je vais te donner les tips pour pouvoir avoir cet homme, pour pouvoir reconquérir son ex. Le nombre de personnes qui me contactent en me disant comment faire pour reconquérir mon ex. Il n'y a pas de stratégie pour ça. Enfin, deviens la bonne personne pour toi. Et à ce moment-là, tu pourras être en capacité d'attirer cette personne. Mais dès lors que tu es dans la stratégie, dans la manipulation, tu joues un rôle. Et si tu es dans un rôle, tu te perds, tu t'oublies. Enfin, c'est comme au travail. Enfin moi ça a été mon cas. Quand t'es dépendant de ton statut social, c'est que tu fais les choses pour avoir quelque chose, pour avoir de l'attention, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de la validation, pour avoir quelque chose. Mais tu ne fais que t'oublier. Oui, tu le fais pas pour des raisons intrinsèques et pour ton propre épanouissement. Bien sûr que non. Sans prendre en compte le regard des autres ou l'attitude des autres. Ouais, complètement. Comme pour le sport. Si tu le fais uniquement pour séduire des femmes, tu vas être surpris. Ouais. Tu vas être très surpris. Si tu vas à la salle tous les jours et que ton seul objectif c'est d'avoir un body pour séduire une femme, à un moment donné, il y aura un manque de cohérence. Alors je suis pas aussi spécialisé que toi, mais je pense que tes performances n'iront jamais au-delà de ce que tu es vraiment capable de faire, parce qu'il y a un manque d'alignement dans ta posture, dans ton cadre, dans pourquoi tu le fais, pour quelles raisons. Si c'est pas exclusivement pour toi dans un premier temps, à un moment donné, ça se ressent. Il y a définitivement un décalage et bien souvent on commence pour cette raison, mais on se rend compte très 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 vite qu'en fait on le fait pour soi et pas pour les autres et pour le physique que ça pourrait construire. Pour moi, le sport, ça reste du développement personnel. Ah, bien sûr, ouais. T'apprends sur toi, t'apprends sur ton corps, comment encore une fois ton corps réagit, qu'est-ce que tu dois lui donner. Apprendre à gérer son corps, ses émotions, c'est aussi faire de l'exercice. Donc c'est du développement personnel et peut-être même l'un des plus compliqués. Du coup, ça m'embête un peu parce que la question suivante, c'était un peu quelles sont les bonnes habitudes ou les bonnes manières de flirter, mais c'est un peu de la stratégie là du coup cette question. Et on pourrait le prendre du côté du si jamais tu veux pas faire être aligné, se choisir. Je crois que c'est la meilleure manière d'obtenir une relation qui est faite pour toi, qui t'est destinée. Encore une fois, on en revient à cette notion de rôle, mais quand tu es pleinement aligné avec toi-même, tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu attends d'une relation. Encore une fois, tu très très rapidement, ça te permet de faire le filtre. Ok, non, ça j'en veux pas, ça je suis pas en capacité de l'accepter. Non, ça c'est un no way, ça c'est ce qu'on appelle un deal breaker, c'est ce point de non retour. Mais si tu l'as pas défini concrètement, tu peux pas poser ton cadre, tes règles du jeu, etc. Donc je pense qu'il faut être naturel dans une relation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on ressent encore une fois, c'est le naturel. Quand tu essayes d'impressionner, encore une fois, en général, ça passe pas trop. Pas pour les bonnes raisons. Alors peut-être que tu vas arriver à tes fins, mais ça ne durera pas. Il y aura forcément une des deux qui souffrira, parce que peut-être que l'autre était sincère dans sa démarche, l'un n'était pas, et l'un essaye d'impressionner, de jouer un rôle, etc. Et l'autre se rend compte finalement que il y a un déséquilibre, il y a de l'incohérence. Mais soyons authentiques, soyons nous-mêmes dans une relation. Donc, faut être clair envers la personne, envers soi-même. Faut être respectueux envers la personne, envers soi-même. Tu vas ne pas accepter moins que ce qu'on mérite, c'est avoir son propre respect. Tu penses que ça, c'est la raison principale, l'alignement? Parce que, tu sais, des fois, on voit souvent des articles sur les relations, pourquoi elles capotent. Est-ce que c'est parce que il y a des problèmes d'argent au sein du couple, il y a des problèmes d'infidélité, il y a des problèmes sur l'éducation des enfants, tu vois, on a toujours des raisons, des coupables qui sont établis. Ouais. Mais pourtant, on parle jamais d'alignement et on parle jamais de clarté, etc. Est-ce que c'est des coupables faciles qui sont pris par ces articles pour faire cliquer un petit peu plus facilement? Alors, ou pas forcément? Dans ce que tu vas me dire, il y a beaucoup d'ego là aussi. Enfin, tu vois, quand on parle d'argent, etc. C'est aussi beaucoup l'ego qui vient se mêler. L'ego, c'est
c'est fatal. C'est vraiment, surtout, on va pas se mentir, hein, les hommes ont énormément d'ego et c'est aussi pour ça que dans le développement personnel, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que c'est beaucoup plus compliqué pour un homme de se remettre en question, de se regarder droit dans les yeux, de reconnaître, etc. Tu vois. Peut-être que j'ai fait une connerie, peut-être que c'est à cause de moi que la relation n'a pas fonctionné, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Alors qu'une femme, elle est beaucoup plus en capacité de le reconnaître. Mais s'il y a pas d'acceptation, il peut pas y avoir de travail. Si tu n'acceptes pas de peut-être te faire accompagner dans du coaching sportif pour évoluer, bah tu vas stagner toute ta vie. Donc l'acceptation, c'est la première étape du processus de guérison. Sauf que les hommes ont beaucoup de mal à accepter et ils préfèrent dire bah non en fait c'est elle le problème, c'est elle qui est hystérique, c'est elle qui est trop, c'est elle qui est pas assez. Ça aussi c'est quelque chose qu'on entend souvent. D'ailleurs, je suis persuadé que la manipulation commence dès lors qu'on dit d'une femme qu'elle est trop. Trop émotive, trop ceci, trop drama queen, trop. Pour moi, ça commence à ce niveau-là. J'ai oublié ta question. J'ai complètement oublié ta question. Mais tu sais que c'était très intéressant là. Je commençais à réfléchir à d'autres questions. J'essaie de rebondir, mais putain, je suis parti dans un truc. Faut que je revienne là-dessus. Non, je disais, tu sais, on voit souvent que sur des articles, etc. Les premiers, les coupables de l'échec d'une relation, c'est l'argent, l'éducation des enfants, les infidélités aussi. Mais on parle pas beaucoup d'alignement et de clarté. Bah. Quand tu es pleinement aligné avec toi-même, ça veut dire que tu as fait d'une manière ou d'une autre le travail sur toi. Donc, je revenais tout à l'heure tu vois, au principe des valeurs fondamentales. C'est vraiment ton GPS. Si tu ne peux pas avancer dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle ou quoi que ce soit, si tu ne connais pas tes valeurs. Je dis n'importe quoi. Il y en a pour qui ça va être le respect, la communication, la spiritualité. Si tu es avec quelqu'un qui ne respecte pas ses valeurs, tu vas difficilement te sentir à ta place. Bien sûr. L'éducation des enfants, c'est un vrai sujet. Et c'est une valeur. Et c'est une valeur. Ok. Évidemment, mais c'est aussi, alors c'est pas directement une valeur, mais tu vois par exemple, si tu es, je reprends l'exemple de la spiritualité. Si tu es avec quelqu'un qui est spirituel et que toi tu l'es pas, et que bah forcément l'éducation à un moment donné va être impactée. Si tu ne respectes pas la spiritualité de la personne, bah forcément la personne ne va pas se sentir à sa place, elle va pas se sentir libre de pouvoir faire ce qu'elle veut, donc notamment de pouvoir pratiquer sa religion comme elle le souhaite. Et forcément, dans l'éducation des enfants, il y aura un décalage. Ouais. Ah non, mais moi je veux pas qu'il fasse ça, je veux pas qu'il aille, je sais pas, un catéchisme ou quoi que ce soit. Alors que si tu respectes, tu dis ok, je sais que c'est important pour toi, donc par définition, si c'est important pour toi, je sais que l'éducation en découlera. Donc c'est toujours une question d'équilibre. C'est aussi à moi jusqu'à quel point je suis en capacité d'accepter, de tolérer. Mais pour ça, encore une fois, faut savoir se connaître. Sinon, tu avances complètement à l'aveugle. Et tu travailles un matin, au bout de 10 ans de relation, tu dis, mais en fait, c'est jamais ce que j'ai voulu de nos relations, c'est jamais ce que j'ai voulu de l'éducation des enfants. Ouais, mais parce qu'on en a jamais parlé pendant 10 ans. Ouais. C'est aussi parce qu'il y a jamais eu, on n'a jamais exprimé nos besoins. C'est exprimer ses besoins, c'est compliqué. Quand t'exprimes tes besoins, tu te mets à nu, tu te mets en position de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, pour le coup, c'est pas une faiblesse. Les gens voient la vulnérabilité comme une faiblesse, mais la vulnérabilité, c'est ce qui te rend humain, c'est ce qui permet justement de créer une connexion émotionnelle. Si t'es toujours fermé, distant et que je peux pas rentrer dans ton monde, je vais avoir du mal, tu vois. Alors que si je me montre vulnérable avec toi, je vais t'offrir la possibilité à ton tour d'être vulnérable. Donc c'est justement comme ça qu'on crée les réelles relations humaines, qu'elles soient amicales ou quoi que ce soit. Et beaucoup de gens voient la vulnérabilité comme une faiblesse. Pour moi, c'est vraiment une forme de maturité. Après, attention, faut pas être vulnérable non plus avec tout le monde. Bien sûr. Sinon, forcément, tu donnes. Et il y a aussi beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes, qui sont trop vulnérables. Et donc, ils vont se mettre à nu et qui s'étonnent à un moment donné d'être blessés, d'être toujours donner et recevoir dans son équilibre. Trop vulnérable, ça pourrait se traduire comment? Par le partage excessif, attention au mot excessif, je vais mettre encore des guillemets, au partage excessif de ses états d'âme, ou c'est pas forcément ça? De ses émotions? Ses émotions. De ses états d'âme, de ses blessures du passé. Est-ce qu'on a nécessairement besoin, dans une relation, de tout savoir de l'autre et de ce qui s'est passé?
Je sais pas. C'est un vrai sujet. Alors c'est important d'être honnête, évidemment, dans une relation, mais je pense que tout n'est pas à savoir. Et c'est quelque chose de parfois très personnel et c'est quelque chose à régler avec soi. Hmm. Et en fait, encore une fois, parfois, quand on est trop vulnérable, c'est qu'on attend des autres qu'on puisse Qu'il nous le règle à réparer. notre place. Exactement. Ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais. C'est intéressant ça. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit avant. Un homme commence à être dans la manipulation quand il utilise le mot trop, Ouais. donc trop d'émotions, Trop ou pas assez, ouais. trop ou pas assez. Hein. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet là. Alors, je trouve qu'il y a le mot pervers narcissique qui est galvanisé et qui est employé à toutes les sauces. Dès lors il y a beaucoup de femmes aussi, hein, dès lors que une relation ne fonctionne pas, C'est ouais, parce je qu'elles suis ont eu avec affaire avec un narcissique. pervers narcissique. Non, c'est souvent aussi une certaine forme de codépendance dans une relation. C'est pas toujours lié à un pervers narcissique. Pareil, hein, c'est toujours plus facile de dire que c'est l'autre le problème plutôt que de se regarder droit dans les yeux et de se dire que ben en fait peut-être que nous aussi on a notre part de responsabilité. Mais la manipulation, je sais que ouais, c'est un vrai sujet. Moi, je veux toujours et évidemment tout ce que je dis c'est avec bienveillance, notamment sur les réseaux sociaux ou les femmes que j'accompagne, mais c'est très important de toujours prendre la responsabilité. Souvent, on va dire, il m'a fait ça, il m'a abandonné. Non. Je l'ai laissé me faire ça. Je l'ai laissé. Et il faut toujours prendre cette responsabilité. Sinon, on est toujours dans le rôle de la victime. Et quand on reste dans le rôle de la victime, On peut pas rester le problème. on est dans un schéma toxique Ouais. et on peut jamais en sortir. Donc, il faut ne jamais être dans la victimisation et toujours prendre la responsabilité. C'est uniquement en prenant la responsabilité de ce qui s'est passé que tu peux de nouveau avoir du contrôle dessus. Et c'est hyper important de le faire. Et donc de se regarder droit dans les yeux. Et c'est aussi pour ça que les hommes ont plus de mal à le faire. Ça demande de prendre pas mal de recul et ça demande une grosse introspection de pouvoir passer par cette étape-là. Tu penses que c'est vrai, les hommes ont plus d'ego et ont plus de Ah oui. difficulté à J'ai voir la vérité en face? j'ai pas les chiffres, mais je pense honnêtement, enfin dans le dev perso, je pense qu'il doit y avoir 80-90% de femmes. Il y a très peu d'hommes qui font du dev perso. D'ailleurs, il y a qu'à voir. Tu connais beaucoup de personnes qui vont voir un psy, beaucoup d'hommes qui vont voir un psy. Non. Alors peut-être qu'il y en a de plus en plus, mais en général, même dans un couple, hein, quand on dit bah on va avoir une thérapie de couple, ah non non mais Ouais. ça servira à rien, c'est pas fait pour moi, c'est pas. Donc ouais, il y a beaucoup moins d'hommes qui font du développement personnel, et c'est aussi pour ça qu'il y a un fossé qui se crée. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui font le travail sur elles, qui se connaissent, qui savent qui elles sont, ce qu'elles veulent, etc. Et elles se disent mais en fait ils sont où les les hommes bons? Évidemment qu'il y en a, mais il y en a peut-être moins parce que ces hommes-là n'ont pas fait suffisamment le travail pour être à la même hauteur. Et elles, encore une fois, elles savent maintenant qui elles sont, ce qu'elles veulent, et elles vont pas se mettre dans une relation pour accepter le minimum. Encore une fois, là, une relation, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est aussi ce décalage. C'est vrai que les hommes ont probablement pas cette habitude-là, mais est-ce que c'est pas comment dire? Il y a peut-être aussi de la pudeur, hein, de l'ego. C'est ce que j'allais dire, une pudeur où on n'a jamais eu l'habitude de s'exprimer, de partager et justement d'avoir en retour des appréciations de ses propres états d'âme, etc. Complètement. Enfin, ça remonte peut-être aussi à la relation que tu entretiens avec tes parents. Hmm. Il y a des parents qui vont vraiment mettre un cadre où c'est important qu'on se dise tout. Il faut qu'on puisse voilà être transparent quand ça va pas, il faut se le dire quand ça. Il y a culturellement aussi des relations où il n'y a pas eu de je t'aime, il y a pas eu de et c'est beaucoup de pudeur. Mais quand t'as pas reçu de je t'aime, bah forcément c'est très compliqué déjà pour toi de donner un je t'aime, de t'ouvrir, d'être. Mais une femme, encore une fois, elle a aussi besoin de sentir une certaine sécurité, de sentir qu'elle compte à tes yeux. Elle n'a pas à lire entre les lignes ou dans tes pensées. Ouais. C'est Il faut que ce soit dit. et oui, et on en revient justement sur exprimer, l'expression de ses besoins, de ce que tu ressens, de ce qui va, de ce qui va pas. Mais cette expression, étant donné que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents et que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, comment on peut trouver un langage qui est commun et qui ferait qu'on puisse se comprendre l'un l'autre? Est-ce que tu as l'impression parfois, de par les femmes que tu suis, ou juste des histoires que tu entends, hein, celles auxquelles tu es confronté, qu'il y a un désir de communiquer des deux côtés, mais comme c'est pas le même langage, en fin de compte, il n'y a pas de compréhension. Complètement. Donc c'est pas une mauvaise intention de l'homme ou de la femme particulièrement, c'est vraiment que le décryptage il se fait pas. Ouais, complètement. Mais pour que le décryptage puisse se faire, encore une fois, il faut déjà se connaître soi-même.
Il suffit même pas de se connaître soi-même. Il faut aussi apprendre à communiquer. Il y a ce qu'on appelle la communication non violente. Si tu es toujours dans le tu, t'as fait ça, t'es pas rentré à l'heure, l'accusation. Le tu, donc la personne tout de suite elle va se mettre en mécanisme de défense. Il y a Et là, aucun ça mot part en qui vrille. pourra passer. Ouais, bien sûr. Donc il pourra jamais y avoir de discussion. L'objectif dans une communication non violente, c'est toujours de parler dans le je, de ton ressenti, de ton observation. C'est pas pour te blesser, c'est pour me respecter. Voilà ce que je ressens, voilà ce que j'observe, voilà ce que j'aimerais aussi que l'on fasse différemment. Mais dès que t'es dans le tu, pardon, il y a aucune communication qui peut se faire. Ouais. Après tu dis, mais tu me comprends jamais, bah oui, mais forcément, il y a aucun mot qui peut passer, qui peut être entendu. Donc c'est apprendre aussi à communiquer. Et ça, pour le coup, pour répondre à ta question, dans les femmes que j'accompagne, il y a deux phases dans l'accompagnement. Il y a donc la relation la plus importante de tout, à savoir celle Bien avec sûr. soi-même. Parce qu'encore une fois, si toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir avec qui tu dois être. Et la relation aux autres. Évidemment, et ça rejoint ce que tu dis, pour être plus confortablement dans une relation, faut aussi que tu saches comment l'autre fonctionne. Pas pour être dans la manipulation, mais pour avoir la bonne posture, avoir le bon comportement, savoir communiquer, avoir le bon axe, le bon alignement, c'est hyper important. Ouais, Et dans un sens comme dans l'autre. c'est être attentif aux besoins de ce Exactement. partenaire ou sa partenaire. Bien sûr. C'est être regardé, être vu, être entendu. Et c'est aussi pour ça, encore une fois, qu'il y a ce déséquilibre, parce que les femmes font ce travail-là, mais il y a, je pense, trop peu d'hommes qui sont en capacité de le faire. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'on entend souvent, enfin, je fais encore une généralité, hein, j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts. On entend souvent des femmes qui se plaignent qu'elles tombent sur des hommes qui ne sont pas émotionnellement disponibles. C'est-à-dire qui ne sont pas au contact de leurs émotions ou qu'elles ont l'impression qu'il y a justement ce décalage énorme entre les deux. Alors, émotionnellement indisponible, c'est justement le cas de la personne qui, alors soit il y a une blessure du passé, soit qui a dû mériter l'amour. Donc, quand t'es face à un père qui te dit jamais je t'aime, qui a jamais de marque d'affection, un père ou une maman, peu Oui, importe, bien hein, sûr. qui a pas de marque d'affection parce qu'il y a de la pudeur, de l'ego, quoi que ce soit, bah forcément ça te pousse à devoir mériter l'amour. Donc à devenir parfait, mais c'est un vide que tu essayes de combler. Donc en fait c'est comme ça que se crée aussi la dépendance émotionnelle, ce qui est aujourd'hui un peu une épidémie dans notre société, où on va donner à l'excès aux gens dans l'espoir qu'ils puissent nous rendre ce qu'on n'est pas en capacité de se donner. Tiens, imagine que t'es comme un seau d'eau. Quand tu donnes de ton temps, de ton amour, de ton respect, ton seau d'eau est vide. Quand tu acceptes un certain nombre de choses, ton seau d'eau est vide. Mais si toi, tu ne te donnes pas en priorité de manière très égoïste, hein, d'ailleurs, et je me bats parce que l'égoïsme, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est positif. Si moi, je ne me donne pas en priorité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner aux autres, dans une relation, à l'excès, quitte à m'oublier, dans l'espoir qu'ils puissent me rendre et que ce seau d'eau se remplisse. Sauf que par définition, il se remplira jamais. Ouais. Parce que je donne toujours. Donc c'est pour ça que c'est, encore une fois, on inverse les schémas, on se positionne en priorité, parce qu'on est la personne la plus importante de nos vies, et on se donne, on apprend à se donner à soi-même, parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris. Et pour refaire le parallèle avec la relation aux parents ou les blessures ou le système, il n'y a pas de hasard quand on est face à une personne qui est émotionnellement indisponible. C'est que par définition, ça réveille chez nous un manque, un vide. Et on va, encore une fois, se dire qu'on peut changer la personne pour qu'elle puisse nous voir, qu'elle puisse nous aimer. Donc en fait, c'est un peu essayer de réussir ce qu'on a échoué par le passé. C'est un peu cette notion-là. Ouais. Mais c'est pas notre rôle de changer une personne. Et d'ailleurs, on ne peut pas changer une personne. Une personne change pour deux raisons. Soit parce que tu changes et que tu lui montres inconsciemment que elle aussi elle peut changer, ou tu lui montres le chemin à suivre pour qu'elle change. Parce que forcément, dans une relation, si un évolue et que l'autre n'évolue pas, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'un homme change quand il a tellement peur de te perdre qu'il veut rester dans ta vie et donc qu'il prend la décision de changer. Mais on n'a pas de pouvoir. Et ça aussi, c'est une grave erreur que je rencontre très fréquemment. C'est d'avoir l'impression de pouvoir changer quelqu'un. On n'a de pouvoir que sur soi-même. Et ça, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Parce que la seule personne que tu peux changer, c'est toi. Mais Là, on en revient à la responsabilité personnelle et de se dire que on n'est pas victime et au contraire, on a la capacité de pouvoir changer ce qui est entre nos mains. Exactement. C'est totalement comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pour ça que
quand tu es tout le temps face à des hommes indisponibles émotionnellement, donc c'est des hommes qui sont instables, des hommes qui sont fuyants, des hommes qui ne sont pas alignés. Tu vas vraiment essayer de combler un vide. Sauf qu'en fait, le vide, tu ne peux que le combler si tu fais le travail sur toi-même. Et si tu comprends déjà, tu identifies. Tout à l'heure, je te parlais de l'acceptation. Il faut identifier d'où vient ce vide. D'où est-ce qu'il est créé, de quelle blessure. Je dis souvent, il ne suffit pas de mettre un pansement sur une blessure infectée. Tu peux ne pas la regarder, mais elle continuera à te faire mal. Ouais. Elle te poussera à crier et à continuer de faire mal. Non. L'objectif, c'est de l'identifier, de l'accepter, de savoir ce qu'il a causé, et donc de pouvoir mettre des actions en place pour la guérir. Et c'est comme ça justement que le développement personnel, le travail sur soi se fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on en arrive à des hommes qui ghostent des femmes parce qu'ils sont pas disponibles émotionnellement? Ou il y a d'autres raisons qui expliquent ce genre de comportement? Le ghosting, alors ça aussi c'est un phénomène de société, mais ouais, tu trouves que c'est un phénomène de société? Bah ouais, déjà que c'est la solution de facilité pour mettre un terme à quelque chose qui convient pas? En fait, déjà, ce qui se passe dans le ghosting, c'est que on remet sans arrêt notre valeur parce que quelqu'un nous ghoste. C'est-à-dire que parce que un homme est parti, c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal. Et pour rappeler, ghoster quelqu'un, ça veut dire arrêter de lui parler, arrêter de donner des nouvelles, disparaître. Mettre de la distance, ne pas s'engager. En fait, c'est ne pas s'engager dans une relation. Voilà, tout se passait bien dès le début, pendant quelques semaines, quelques mois, quelques ans peut-être. Et du jour au lendemain, la personne ne s'engage pas dans la relation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça en dit plus sur lui que sur nous. Sauf qu'en réalité, trop souvent, on remet notre valeur en question en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc. Donc la première chose déjà, c'est de ne pas culpabiliser. Encore une fois, si une personne fuit, ça en dit plus sur lui que sur nous. Je vais pas remettre tous mes schémas en question parce qu'une personne fuit. Par contre, ça devient ma responsabilité de ne pas courir après quelqu'un qui ne me donne que des miettes. Si la personne me fuit, bah c'est que elle ne mérite pas de partager ma vie finalement. Ouais. Et ça, faut prendre la responsabilisation et ne pas être dans la victimisation. Sinon, tu entretiens un schéma toxique, un cycle finalement toxique dans lequel tu ne sors jamais. Et pourtant, on entend beaucoup de scénarios où justement l'homme ou la femme ghost la personne du sexe opposé et que on s'obstine à essayer de chercher des explications, après, etc. C'est ça. Donc disponibilité, on se rend disponible pour une personne qui nous ghoste, on essaie de comprendre, on essaie de s'adapter, donc de changer. Bon bah je vais changer, etc., etc. Sauf que non, on doit pas nécessairement changer et qui plus est pour récupérer une personne qui nous ghoste. Enfin ça montre quand même des signes avant-coureurs d'une relation. Donc moi quand quelqu'un me dit je suis dans une relation et il me ghoste, super, c'est un bon signal. T'as tout gagné, quoi. Ouais. T'as tout gagné. Ça te permet dès le départ de la relation de savoir que une personne n'est pas prête justement à t'accompagner dans cette relation, à être au même niveau de toi. Donc t'as rien perdu, t'as tout gagné. Et qu'est-ce que ça dit de la personne qui ghoste? Un manque de confiance, un manque de courage? Ouais, la peur de l'engagement. La peur de l'engagement, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que s'engager, c'est perdre leur liberté. C'est être dans le contrôle. Alors que non, une relation qui fonctionne, c'est justement avoir la liberté d'être soi-même et laisser la liberté à l'autre de pouvoir avoir la possibilité d'être elle-même également. C'est comme ça qu'une relation fonctionne. Sinon, on est trop dans le contrôle, on est trop dans et à un moment donné, il y aura un manquement. Donc, ça aussi, c'est une remarque à laquelle tu es souvent confronté, que les femmes tombent sur des hommes qui ont peur de l'engagement ou qui ne veulent pas s'engager. Ouais, indisponible émotionnellement, c'est ça. C'est des hommes qui ont peur de l'engagement, qui pensent nécessairement que s'engager, c'est perdre leur liberté, c'est ne plus faire ce qu'ils auraient l'occasion de faire, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Mais pour ça, encore une fois, faut faire le travail sur soi. Donc ouais, l'engagement, c'est vraiment un sujet. C'est vraiment un sujet et les hommes sont un peu plus coupables. Alors je sais pas si les hommes sont un peu plus coupables, mais déjà pour s'engager, faut être deux. Ouais, oui, par définition. S'il y en a un qui ne s'engage pas ou qui fuit l'engagement, forcément, ça ne pourra pas fonctionner. Tu crois que dans une relation, les femmes partent avec plus de certitude quant à ce qu'elles recherchent de cette relation? C'est-à-dire, je veux me mettre avec un homme, je veux construire quelque chose, peut-être fonder une famille, j'en sais rien, alors qu'un homme, ça va être plus au jour le jour, voir comment ça évolue, sans trop se poser de questions sur l'avenir. Alors, si on parle avant que la personne ait fait l'introspection, je pense que les hommes comme les femmes, plus les femmes en l'occurrence,
elles savent ce qu'elles ne veulent plus d'une relation. Ah ouais, Donc, bien sûr. ce qu'elles ne veulent plus, c'est le résultat de leur relation passée, des blessures, des trahisons. Donc, elles disent, OK, ça, je ne veux plus. Mais encore une fois, très peu savent exactement ce qu'elles attendent, ce qu'elles veulent avec précision d'une relation. Quand on en revient au cadre et aux règles. Ouais. Donc, oui, je pense que les femmes, quand même, savent davantage. Il y a aussi l'instinct maternel. Bien sûr. Émotionnellement, je pense qu'elles sont aussi plus fortes. J'ai pas honte de dire que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes à beaucoup de niveaux, notamment sur le travail sur soi. Mais je crois que niveau intelligence émotionnelle, Je pense aussi, ouais. il y a pas trop de comparaison à faire, hein. Donc c'est vite vu. Ouais, clairement. Et c'est bien de le dire d'ailleurs. Et c'est bien que ce soit des hommes qui le disent. Ouais, bah après, il faut savoir accepter ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on l'est moins, et voir comment ça peut matcher avec quelqu'un dans ces conditions-là. Je suis d'accord. On parlait en off de virilité, de masculinité, etc. Ouais. À quel point ça peut rentrer en jeu dans le développement de certaines relations. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que certaines femmes peuvent se plaindre d'un manque de masculinité des hommes? Et t'as fait une remarque très intéressante, c'est est-ce qu'on parle de masculinité ou de virilité? Quelle est la différence entre les deux? Et c'est vrai que même moi, avec le recul, j'aurais du mal à établir une vraie définition de masculinité et ou de virilité et d'estimer à quel point ça peut avoir une importance dans la relation. Ouais. Est-ce qu'on considère que le manque de masculinité, c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités? C'est quelqu'un qui fuit ses émotions, qui fuit les discussions, quand il y a une tempête, qui fuit, enfin, un certain nombre de choses. Ouais, je pense. Encore une fois, une femme a besoin de sentir qu'elle est en sécurité émotionnelle, en sécurité physique, en sécurité financière également. Et si un homme n'apporte pas ces aspects-là, il y a de fortes chances qu'une femme puisse s'épanouir. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a un parallèle entre masculinité et l'ambition, la prise de décision? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? L'admiration. L'admiration, c'est sous-estimé, mais pour qu'une femme puisse aimer profondément, elle a besoin d'admirer son conjoint, son partenaire. Dans un sens comme dans l'autre. Oui, bien sûr. Elle a besoin d'admirer. C'est pas tant son succès. D'ailleurs, je dis souvent, c'est pas ce qu'il a qui attire une femme. Je vais dire une femme de valeur, mais enfin une femme qui a fait ce travail, une femme de. Je fais pas de distinction entre. C'est pas ce qu'il a, c'est pas sa voiture, c'est pas sa montre, c'est plus sa manière de gérer les choses, sa manière de se relever après chaque échec, sa manière de pouvoir la regarder, de pouvoir lire entre les lignes. C'est ça qu'elle recherche, et c'est ça justement qui va lui permettre à elle de se sentir en sécurité émotionnelle, en sécurité physique. Évidemment, la masculinité, c'est aussi ça. C'est quand t'es avec quelqu'un qui ne peut pas te défendre physiquement, forcément, chez la femme, ça crée aussi une discorde. Donc, elle se pose des questions. Bon, toi, il y a pas de souci avec moi, avec ta carrure, mais mais oui, évidemment. Pour qu'une femme puisse se sentir en sécurité, elle a besoin aussi de l'aspect physique, inévitablement. Et tu crois que c'est de là d'où vient l'expression homme-princesse? Ouais. Alors, je vais te dire honnêtement, personnellement, c'est une expression que je déteste. Ouais. Je déteste cette expression au plus haut point, pardon. Et quand je vois des choses sur les réseaux sociaux à ce sujet, je comprends que c'est parfois du second degré, mais parfois ça ne l'est pas. Tu vois? Ouais. Et déjà, qu'est-ce qu'un homme princesse? C'est quelqu'un qui ne prendrait pas... C'est quelqu'un qui peut-être attend trop de choses de la relation et qui ne prend pas forcément ses responsabilités. Il prend pas le taureau par les cornes. Ouais. Je pense que encore une fois, dans une relation, on a aussi besoin d'un leader et d'un leader. Si on est tous les deux leaders sans qu'il y ait de rapport de domination, absolument. De dominer, oui, bien sûr. Absolument. Pas de rapport de force, pas de rapport de domination, ni même de rapport de pouvoir ou de contrôle. Sinon, encore une fois, ça peut pas fonctionner. Il y a un déséquilibre. Mais il doit quand même y avoir un leader et un leader pour que ça puisse fonctionner. Donc, il y a quand même quelqu'un qui doit être toujours force de proposition dans l'organisation de la vie, des sujets. Alors, et souvent, et de plus en plus, ce sont les femmes qui occupent ce rôle et non pas les hommes. Alors que historiquement, c'était l'inverse. Exactement. Et donc, il y a un rapport de force qui s'est inversé et ça joue énormément dans les relations. Et je te rejoins complètement, Nassim, c'est que moi non plus, j'ai jamais utilisé d'ailleurs cette notion d'homme princesse. Par contre, dans les femmes qui me contactent, il y a beaucoup
qui me disent ouais mais on aimerait bien vivre des relations épanouissantes, mais il y a de plus en plus d'hommes princesses pardon. Donc des hommes qui fuient leurs responsabilités, qui ne donnent plus autant qu'avant, qui ne montrent plus autant qu'avant, qui ne prouvent plus autant qu'avant, qui ne sont pas force de proposition comme tu le dis. C'est une bonne expression ça, je trouve. Qui ne sont pas force de proposition. Enfin je pense que ouais, pour se sentir encore une fois l'aspect de sécurité et aussi se projeter, parce que forcément quand tu es dans une relation, t'as aussi besoin de te projeter. Alors, à prendre avec des pincettes parce que je pense que c'est important de vivre au jour le jour, mais t'as aussi besoin de savoir que tu peux construire quelque chose dans un avenir proche, t'inscrire dans le temps. Enfin, quand tu rentres dans une relation, c'est pas une relation éphémère. Tu dis pas, bon, on va se mettre en couple ou en amitié et dans un an on s'arrête. Non, c'est pour la vivre dans le meilleur des cas à l'infini. Et je pense que pour ça, l'homme doit aussi être force de proposition dans l'action. Il doit prouver un certain nombre de choses et prendre le taureau par le corne, tout simplement. Et une femme, elle a besoin de ça. Et quand un homme manque de masculinité, qu'est-ce qui se passe? La femme fuit, la femme... C'est lui qui fuit. C'est lui qui fuit. Il fuit ses responsabilités, il fuit pas forcément la relation, mais il fuit ses responsabilités, il fuit les discussions, il fuit un certain nombre de choses. Et du coup, elle va se poser un certain nombre de questions et se dire, est-ce que finalement c'est la bonne personne pour moi? Et c'est vrai que je trouve qu'il y a ça se voit de plus en plus. Est-ce que c'est générationnel? Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est générationnel inévitablement. Je crois que la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'était chacun avait un rôle. Alors je suis pas forcément défenseur de ce rôle. Moi je suis pour que les hommes et les femmes soient sur le même pied d'égalité. Mais c'était une autre époque de toute façon donc Mais même sur ce même pied d'égalité, je reste persuadé qu'un homme a ses missions et une femme a ses missions. Et un homme ne peut pas forcément faire les missions d'une femme et inversement. Et c'est pas leur rôle. On a chacun un rôle prédéfini dans une relation. On attend forcément quelque chose d'une femme. On attend, je sais pas moi, de la douceur, on attend de l'attention, on attend du soutien, soutien moral. On attend de ça d'une femme. Et inversement, une femme va attendre de la sécurité, donc je disais émotionnelle, physique, financière aussi, du soutien également, de savoir qu'il peut compter, elle peut compter sur lui, qu'il va pas fuir à chaque difficulté ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est important et ça se perd un peu. Alors je saurais pas te dire pourquoi. Est-ce que c'est le système qui veut ça? Peut-être. Est-ce que c'est l'émancipation des réseaux sociaux? Peut-être. Je pense que les réseaux sociaux jouent aussi un rôle dans aujourd'hui la construction des relations. Totalement. Là, on parlait des sites de rencontres. Ouais. Je pense que ça joue aussi. On est plus dans des relations qui sont éphémères. C'est consommé, tu vois. C'est alors qu'il y a il y a pas si longtemps que ça. Quand t'étais avec quelqu'un, c'était pour la vie, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi une controverse, c'est que t'étais avec quelqu'un pour la vie, alors que t'étais pas forcément heureux avec cette personne. Il y avait pas forcément d'amour, mais il y avait un engagement qui était pour la vie. Il y avait pas la possibilité de se défaire de cette relation quand elle était pas bonne, justement. Donc on en revient toujours à cette notion d'équilibre. Voilà, Et alors pour en revenir à la masculinité, tu trouves pas justement qu'on fait un grand écart entre des femmes qui se plaignent d'un manque de masculinité et des femmes qui se plaignent de masculinité toxique, tu vois? Et que l'entre-deux est quand même difficile à trouver. Alors, est-ce qu'on considérerait que la masculinité toxique, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est t'empêcher de sortir, c'est t'empêcher d'être avec tes copines, c'est t'empêcher de sourire à un serveur parce qu'il t'a servi, j'en sais rien. Alors ça, c'est définitivement toxique. On est d'accord? Je crois pas que ce soit de la masculinité. C'est définitivement toxique, mais est-ce que le machisme, du coup, c'est considéré comme de la masculinité toxique? Je sais pas. En tout cas, oui, il faut faire le lien entre tout ce qui est toxique et tout ce qui ne l'est pas. Ne pas avoir la liberté de faire ce qu'on veut au moment où on le veut et quand on le veut, c'est toxique. Quelqu'un qui t'empêche de voir tes amis, d'avoir tes activités, c'est toxique. C'est évidemment. Et on en revient aussi aux valeurs et bien sûr. Exactement. Ouais, complètement. Après, il y a masculinité, il y a virilité. Je pense qu'une femme aussi attend d'un homme qui soit viril. Enfin, on a un rôle, tu vois, dans une relation. Et les hommes princesses, c'est aussi peut-être des hommes qui ne sont pas assez virils dans leur relation, dans leur prise de position, dans ce qu'ils font au quotidien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'effectivement, les deux termes, d'ailleurs, même moi, j'arrive pas à les définir précisément et à les différencier précisément, mais je pense qu'ils ne veulent pas dire exactement la même chose. Et que, oui, je pense que
aucune femme ne dira l'inverse, hein. Ne dira qu'elle ne recherche pas un minimum de virilité sans que ça bascule dans du machisme ou quoi que ce soit d'autre. Quoique, il y a aussi des femmes qui recherchent des hommes qui sont machos. Il y a des femmes qui sont plus attirées envers les hommes qui sont machos. Et bon, encore une fois, ça c'est toujours lié à quelque chose. Il y a pas de hasard. Hein. Ouais, bien sûr. C'est soit parce que t'as grandi avec un repère machiste ou quoi que ce soit. Mais ouais, il faut à mon avis quand même que les rôles soient respectés dans une relation. C'est aussi dans notre ADN. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a ce que la société nous impose, mais il y a aussi ce qui est dans notre ADN. Faut oublier qu'on est par instinct. L'homme est un chasseur. Hein. La société a évolué, mais le cerveau de l'homme, l'instinct primitif, lui, c'est toujours le même. Donc tout à l'heure, je parlais d'engagement, c'est ce besoin de conquête, tu vois, aussi dans une relation, toujours savoir qu'on peut entre guillemets gagner une personne, tu vois. Donc le cerveau a très peu évolué et il y a dans notre ADN cet aspect de rôle qu'on doit nécessairement jouer, on doit être faire avoir. Voilà, on en revient aussi à ça. On a parlé tout à l'heure des hommes qui peuvent ghoster ou qui ne seraient pas émotionnellement disponibles. Est-ce que ça arrive aussi aux femmes de ghoster, de ne pas être émotionnellement disponible et d'avoir ces comportements qui pourraient être parfois associés à ceux d'un homme? Bien sûr, dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai qu'on on parle plus souvent des hommes, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes qui manipulent. Hein. Je pense même de plus en plus. Et c'est un peu la même chose pour l'infidélité. On parle souvent des hommes, mais ça arrive aussi aux femmes. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Alors, j'ai pas les stats, mais j'ai quand même le sentiment que, alors évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont infidèles. Elles sont juste plus malignes que les hommes là-dessus. Ça dépend des cas de figure. Je sais pas si t'as vu le concert de Coldplay. Voilà. La vie peut basculer en 24 heures. Et la vie peut basculer en littéralement une fraction de seconde. Ah ouais, vraiment. Mais oui, évidemment que il y a des femmes qui manipulent, il y a des femmes qui sont indisponibles émotionnellement, il y a des femmes qui ont des blessures profondes et qui n'arrivent pas non plus à donner ou à recevoir, parce que le principe d'une relation c'est pas uniquement de donner, mais c'est aussi d'apprendre à recevoir pour que ce soit équilibré. Et ça s'apprend. Hein. Il y a rien d'inné. En fait, dans une relation, il y a rien d'inné. Comme je refais le parallèle avec le sport, il y a rien d'inné. Enfin, quand tu vas pour la première fois à la salle de sport, tu demandes, par où je commence. En fait. Et dans une relation, c'est pareil. Donc ça s'apprend, tout s'apprend. La relation à soi, ça s'apprend. La relation aux autres, ça s'apprend. Et souvent, quand on est infidèle, c'est aussi parce que on réveille un certain manque, un certain vide à l'intérieur, ou alors parce qu'on a envie de se venger de quelque chose. Mais c'est souvent un acte de faiblesse envers soi-même, hein, que de tromper, notamment quelqu'un qui te donne absolument tout. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Alors après, il y a d'autres questions auxquelles je pourrais pas répondre, mais est-ce que des êtres humains sont faits pour être ensemble toute la vie? Est-ce qu'on est fait pour avoir un même partenaire toute la vie? Je sais pas. Je sais pas. Il y a des gens qui s'éloignent un peu, mais qui sont dans le libertinage, et je pense qu'ils sont très heureux. Je pense que chacun doit faire ce qui est bon pour lui, dans le respect de l'autre toujours. Mais il n'y a pas de bonnes règles et de bonnes méthodes. C'est propre à chacun et c'est lié effectivement aux valeurs, c'est lié aux principes, c'est lié aux limites de chacun. Mais pour ça, faut les connaître, faut les définir et faut les exprimer. Faut poser le cadre. Et si vous voulez la réponse, on a fait un podcast dessus sur la chaîne Là on discute. Allez le voir. C'était un podcast avec Véronique. On laissera le lien dans la description. Comme ça permettra d'avoir quelques informations. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Elle a dit beaucoup de choses très intéressantes, mais elle, effectivement, elle n'était pas forcément convaincue qu'on puisse passer toute notre vie avec le même partenaire, mais sans parler de tromperie, parce que là, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est accepté des deux parties, qu'il puisse y avoir une certaine liberté, une certaine forme de polyamour, etc. Je crois qu'au-delà de la tromperie, c'est le mensonge, en fait. C'est le mensonge, voilà, qui fait plus de mal. Si tu dis à quelqu'un, en étant totalement transparent et libre, écoute, j'ai voilà des besoins que je comprends pas forcément, mais je te le dis, encore une fois, je parle dans le jeu, tu vois, voilà ce que je ressens, parce que la personne ne peut évidemment pas forcément le prendre, ou elle peut le prendre contre elle, mais c'est quand même moins pire que de dire je t'ai trompé, ou alors que de s'apercevoir que la personne l'a trompé. Je pense que c'est plus la notion de trahison qui fait mal dans la. Ouais, bien sûr. On en revient aux règles du jeu de toute façon. Toujours, exactement. Quand t'as dit tout à l'heure, les relations, c'est comme le sport, il faut apprendre, etc. La seule façon d'apprendre, c'est de se tromper et de faire de mauvais choix? Ou alors il y a une autre façon d'apprendre? C'est une très bonne question. Je vais même
te dire, pendant longtemps, dans mon accompagnement, dans les femmes que j'accompagnais, je ne voulais pas prendre de femmes qui étaient trop jeunes. Parce que je pense quand même qu'il y a certaines erreurs que tu dois faire pour t'apercevoir. Le point de bascule, le déclic, il vient souvent dans une douleur. Et c'est important de se faire sa propre expérience. Souvent qu'on dit chute et tu apprends à te relever, à marcher, etc. Je crois que c'est quand même important. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu connaisses nécessairement que des choses assez dures ou catastrophiques pour apprendre à être heureux. Mais il y a quand même l'expérience est quand même nécessaire dans si tu fais le travail sur toi mais que tu n'as jamais vécu de relation, ce sera que de la théorie. Ouais. Et il y aura pas de pratique. Donc dans la projection, tu vas jamais, alors que quand tu fais un travail sur toi, tu le rattaches inévitablement à quelque chose que tu as vécu. Il y a toujours un parallèle à quelque chose que tu as vécu pour justement construire quelque chose que tu veux de nouveau et quelque chose que tu ne veux plus. Je pense que c'est important. Mais encore une fois, il faut savoir mettre son ego de côté et savoir pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour soi qu'on le fait? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour nécessairement vivre une relation? Non, c'est toujours pour soi. Tout à l'heure, je parlais de cette notion d'égoïsme. Je le dis souvent, si on est tous autour de la table, que moi je mange pas, à un moment donné, je vais mourir. L'égoïsme, c'est de se dire, en fait, je vais me prioriser et me nourrir. Mais ça fonctionne exactement avec les autres besoins. L'amour, le respect, l'attention, la bienveillance. C'est à moi de me donner, de le prendre, de pas demander l'autorisation. Je dois le prendre, ces besoins fondamentaux. Et c'est parce que je me nourris que je peux les donner aux autres. Je fais le parallèle, c'est du relationnel aussi, mais la relation avec les enfants. Combien de parents disent les personnes les plus importantes de ma vie sont mes enfants? Non. Si tu ne prends pas soin de toi, tu peux pas prendre soin de tes enfants. Donc par définition, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et ça, il y a beaucoup de gens justement qui s'oublient dans des relations, qui s'oublient, peu importe les relations, familiales, avec les parents, avec les enfants, en couple, etc. Donc on fait passer les besoins des autres avant les siens. Non, c'est d'abord moi. Et c'est parce que je suis en capacité de me donner fidèlement que je pourrais te donner de la meilleure manière possible. Tony Robbins, il disait ça dans l'un de ses livres exactement. C'est cette phrase à peu près. Si tu veux pouvoir être, si tu veux pouvoir faire le bien autour de toi, fais d'abord le bien à l'intérieur de toi. Complètement. Tout à l'heure, je te disais, nos relations extérieures sont le reflet des relations qu'on entretient avec nous-mêmes. Complètement. Si tu veux pouvoir donner le meilleur de toi autour de toi dans tes relations, sois déjà en capacité de te donner le meilleur de soi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Donc c'est pas de l'égocentrisme en pensant que tout tourne autour de soi. C'est vraiment être attentif à ses propres besoins pour les satisfaire. Faire la distinction entre être égocentrique et égoïste, pour le coup. Être égoïste, c'est j'ai faim, je vais manger. Si je te donne à chaque fois mon 4 heures, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, c'est moi ça qui passe puisse. mal. Bah oui. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Tony Robbins et qui d'ailleurs tellement inspirant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Mais c'est pas quelque chose en fait. Apprendre à nous connaître, c'est pas quelque chose qui est inné. D'ailleurs, quand t'es à l'école, on t'apprend pas à savoir qui tu es. On essaye de te mettre sur la voie de métier qu'on pense fait pour toi. Mais avant de savoir, encore une fois, comme dans une relation, quel type de relation est fait pour toi? Déjà, apprendre à te connaître, à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu es prêt à donner, à recevoir, à tolérer. Et c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui ne sont pas heureux dans leur travail? Parce qu'ils n'ont jamais été appelés à faire ce qu'ils font. Ils sont arrivés là, j'ai fait des études parce qu'on m'a dit de faire des études. C'est comme ça en fait que les choses se mettent en place. Mais la chose la plus importante, et ce qu'on devrait nous apprendre à l'école, c'est déjà apprendre à savoir qui l'on est. Et c'est pas ce qu'on fait. Enfin, je sais pas si toi on t'a appris à savoir qui tu étais, mais je pense que tu l'as découvert aussi au travers de tes expériences, du sport, de l'entrepreneuriat, de tes relations, de tout ça. Je pense que mon cercle familial aussi a eu une grande importance. Tu vois. Mon grand frère, ma petite sœur, mes parents. Je pense que ça m'a appris à me construire de façon saine et équilibrée. J'espère être équilibré. Le socle de la relation à soi, c'est d'abord l'éducation. Ouais. L'éducation, mais pas que familiale, aussi scolaire. Ouais, bien sûr. Mais c'est évidemment le socle. Ouais. Et c'est très important. C'est pour ça que c'est très important d'être dans une famille de personnes qui te parlent, qui te poussent à parler, qui t'écoutent, qui te regardent, qui te poussent à faire des choses, à tester des choses. Tu vois,
quand t'es enfant et que on te dit bah je sais pas moi va essayer le foot, va essayer le taekwondo, va essayer quelque chose pour savoir justement si c'est fait pour toi. Convient. Ouais, complètement. Et ça c'est quelque chose qu'on devrait faire dans tout dans tout ce qu'on entreprend au quotidien, tu vois. Mais c'est sûr que dans un monde parfait, le système éducatif, il ressemblerait pas exactement à ça, mais bon, on va pas non plus taper sur ça. Non, pas du tout. Et il y a de plus en plus de nouveaux modèles d'ailleurs où on va te pousser à faire, donc à te casser la gueule, à chuter, mais à te relever, à savoir ce qui est fait pour toi, à découvrir des choses qui te nourrissent et qui t'animent au quotidien. Exactement. J'espère que les choses continueront à changer dans ce sens-là. J'espère aussi. Hein. Mais j'en doute pas. Je pense enfin j'ai bon espoir que ça puisse évoluer. Ouais. Kevin, c'était une discussion très intéressante. C'était un vrai plaisir. Même passionnante. T'as vu comment c'est passé vite, hein? Je t'ai dit tout à l'heure, on était à 1 heure d'enregistrement. Là, je sais pas, on a dû rajouter bien 20-25 minutes. Mais franchement j'aurais pu continuer pendant 1 heure. Ah bah j'en doute pas, moi aussi, c'est un sujet qui me passionne. Mais on laissera ça pour un épisode 2 si tu veux bien. Bah, quand tu viendras. Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Avec plaisir, on se fera un enregistrement là-bas. Tu postes sur YouTube aussi? Je poste, ouais, je me suis mis le challenge de poster sur YouTube il y a quelques mois, donc j'essaye. Alors je suis pas encore à ton niveau et je pense que les internautes le verront derrière, mais ça reste mon objectif et c'est aussi pour ça que j'essaye d'avoir ce genre de discussion avec des gens dans mon entourage. Aujourd'hui, j'essaye vraiment d'être avec des gens qui m'inspirent à me développer, à me dépasser. Et ça en fait partie, donc un jour c'est moi qui t'inviterai et il y aura le même trophée. Avec grand plaisir et j'en doute pas une seconde. Sur Instagram, déjà tu postes très souvent depuis un petit moment maintenant. Ouais, ça fait alors ça fait pas longtemps hein, quand même. Hein. Ça fait 1 an et 3 mois que je poste tous les jours, que je me suis lancé le défi de. Mais bon, du coup il y a plus de quasiment 465 jours, un truc comme ça, à poster quotidiennement. Ça fait pas mal. Ouais. Et sur YouTube, du coup, depuis très peu, j'essaye voilà de donner de la valeur comme on a essayé de donner de la valeur au travers de cet épisode. C'est mission accomplie parce que comme je t'ai dit en début d'épisode, moi je t'ai découvert sur Instagram, donc de toute façon on laissera tous les liens en description pour qu'on puisse cliquer directement, envoyer de la force sur YouTube si vous regardez ce podcast. Avec plaisir. Et puis ouais, allez regarder les vidéos de Kevin aussi sur Instagram, elles sont plus courtes mais elles sont aussi intéressantes et puis ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin par rapport à la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Ouais, et j'apprends aussi dans tu vois dans ce genre d'événements, donc je sais qu'il y a plein de choses là qui se sont dit, qui vont me permettre aussi de pouvoir le donner, les traiter auprès de mes vidéos ou alors des femmes que j'accompagne. Donc c'est franchement c'était très nourrissant, un échange. Abonnez-vous à Kevin pour voir l'épisode 2 de toute de toute l'évolution de ce qu'on a traité aujourd'hui. Absolument. Merci à tous ceux qui ont regardé l'épisode. N'hésitez pas à nous donner vos petites impressions dans les commentaires. On lira ça avec attention. Et merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir Kevin et à très bientôt. Ciao. Très bientôt. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Kevin. On a mentionné dans le podcast l'épisode que j'ai tourné avec Véronique Cohn où on parle évidemment de relations homme-femme. Il est très intéressant. Il vous a beaucoup plu d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous le mets juste ici.